Kamilia Djoubran et Salah El-Hamdani, bonjour et bienvenue dans l'émission de Kaina TV Outside, dans le cadre du festival Arabesque. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Kamilia Djoubran, tu es l'une des plus belles voix de la Palestine et une grande joueuse de oud, le luth arabe. Tu es née à Acre, en Galilée, en 1963 et tu t'es exilée en France en 2001. Salah El-Hamdani, quant à toi, tu es un grand poète, écrivain et homme de théâtre irakien. Tu es né à Bagdad en 1951 et tu t'es exilé en France en 1975. Alors Kamilia Djoubran, je vais commencer par toi, la galanterie avant tout. Dans quel milieu social as-tu grandi? Tout d'abord, je suis née dans une famille palestinienne en Galilée. Des parents simples qui adorent la musique, qui adorent la culture. J'ai grandi dans un environnement de montagne en fait. Donc, de montagne? Oui, d'accord. Montagne du Galilée, donc c'est frais, c'est beau. Et je commence à chanter à l'âge de 3 ans, même un petit peu avant, à la maison. Et chez nous, à la maison, c'était... c'est grâce au papa, on va dire. C'était l'ambiance de musique tous les soirs. Parce que mon père avait ses élèves, il avait aussi à l'époque son groupe. Donc ils ont répété à la maison. Et moi, j'ai écouté tout ça. Et j'ai appris, comme on dit à la manière traditionnelle, al-kuttab, al-madrasa al-qadima, la vieille école. C'est comme ça que j'ai grandi. Et la musique, c'était une nécessité comme le pain, comme l'eau. Tous les jours, il fallait chanter parce que sinon, ça ne va pas. C'est un besoin nécessaire. Voilà. Ça vous permettait de vous évader un petit peu? Ça, c'est l'environnement en fait. D'accord. Et quant à vous, Salah El-Hamdani, qu'est-ce qui vous a dirigé vers la musique, vers la poésie, pardon? Mais il adore la musique aussi. Moi, j'adore la musique, bien entendu. La poésie, moi, je suis d'une famille également, je suis d'une famille modeste, je veux dire pauvre. Et donc, c'était toute une galère pour apprendre d'abord à lire et écrire, etc. Après, je me suis engagé politiquement contre le régime de Saddam Hussein. Et après, j'étais en prison politique. Et c'est là où j'ai découvert la poésie, au fait. Parce que je vivais dans une famille où on ne connaissait pas les livres. D'accord. Moi, je suis né dans une famille où on ne connaît absolument pas les livres. Vous avez commencé à travailler à 7 ans? Voilà, j'ai commencé à très très jeune âge de travail, parce qu'on était une famille nombreuse. Et, donc, il faut travailler. Et la poésie, je l'ai découvert, comme je disais, en prison politique, en fait, parce que je ne connaissais pas. Qu'est-ce que signifie poésie? Pourtant, le nom de ma famille, et c'est une dynastie de l'époque. Ah oui? Oui, du 11e, 12e siècle quand même. Hein. C'est le Hamdanide. Nous sommes de l'Hamdanide. Et il se trouve qu'en fait, on était des poètes nés, quoi. C'est pas possible. C'est dans les gènes, quoi, c'est inné. Alors, je ne sais pas, mais c'est possible, parce que, en fait, mon père, il disait des poèmes, pourtant, il ne savait ni lire ni écrire. C'est quelque chose qu'on apprend un peu sur l'état, en fait. Hein. Vous êtes autodidacte. Absolument, mais quand on est engagé après, ça, c'est une autre affaire. Voilà. C'est là où ça devient difficile après la poésie, parce que c'est une responsabilité dans l'écriture. Donc c'est une autre affaire. Voilà. Donc je suis né, au fait, je suis le fils de peu. D'accord. Et Kamilia Djoubran, quels ont été tes débuts dans la musique arabe? C'était l'école classique, et notamment de Proche-Orient. Et l'école égyptienne, elle était très présente, même en Palestine, pour tous ceux qui voulaient pratiquer la musique, et d'ailleurs pas que en Palestine. Mais là, puisque la Palestine fait un pont entre la Grande Syrie et l'Afrique du Nord, chez nous, l'école égyptienne, c'était très importante dans la musique, ainsi que la musique un peu syrienne-libanaise. Donc, moi, j'ai grandi à entendre les deux, mais j'étais beaucoup plus fascinée par l'école égyptienne, il faut dire. Par toutes ces racines de l'école qu'on appelle aujourd'hui l'école de Al-Nahda, c'est-à-dire à l'époque quand on a vraiment connu la musique arabe moderne classique qui a commencé vers moitié du 19e siècle, donc 1850 jusqu'à 1950. C'était vraiment une époque très importante dans la musique arabe et classique, notamment de Proche-Orient. Voilà. D'accord.
Et quel thème abordez-vous, Salah El-Hamdani, dans vos poèmes, dans vos écrits? En général, c'est l'exil, au fait. L'exil? Oui, je me sens toujours exilé parce que je suis venu en France en 75, comme Oui. tu as noté déjà. Et donc, c'est vrai que l'exil, comme un thème, je n'arrive pas à m'échapper de ça. Je suis toujours, même si j'ai envie de faire autre chose, ben, je tombe C'est dans l'exil qui l'exil. revient tout le temps. L'exil, il est présent, c'est comme un mur. Pourtant, j'aimerais bien l'abattre. Hein, Ça fait partie de casser. votre histoire? Ça fait partie de l'histoire et je pense que même quand on touche l'amour aujourd'hui ou on touche autre chose, en fait, je n'ai plus de souvenirs, je crois, je n'ai que des mémoires. Et j'ai l'impression que quelque part dans ce genre d'écriture, je peux me considérer comme passeur de mémoire. C'est avec le temps, en fait, ça se construit tout seul, hein, les choses. Voilà, donc c'est le thème de l'exil, à mon sens, oui, c'est le plus présent. On rappelle que c'est à l'âge de 24 ans que vous avez dû quitter votre pays d'origine, Tout à fait, l'Irak. ouais. Et j'imagine qu'à cet âge-là, c'est pas... Ben, j'ai quitté l'Irak parce que d'abord j'étais soldat, j'étais contre le régime de Saddam Hussein, donc dans l'armée normalement, dans le parti bassiste, tout à fait. Et j'ai choisi la France parce que j'étais sur une liste noire. Quand on sort de prison politique dans le monde arabe, en général, on te tue. Non, on te tue. C'est-à-dire, on ne te laisse pas tranquille, tu te balades. Hein. Il y a d'ailleurs eu plusieurs tentatives Voilà, d'assassinat. dans ces jours que ça arrive plusieurs fois. Et donc, après, ben, il faut que je m'échappe. Et le fait de choisir la France, ce n'était pas un choix intellectuel ou culturel. Je ne connaissais absolument rien de la France. Mon choix de venir en France, c'était Albert Camus. C'est-à-dire mon découverte de l'étranger d'Albert Camus et même le mythe de Sisyphe. En tout cas, l'œuvre de Camus m'a beaucoup impressionné. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un des auteurs que je conseille aux gens qui m'écoutent à lire Camus tout le temps. Comme Kateb Yassine, bien entendu, il faut le lire. Donc voilà, c'est toute une histoire. Et choisir la France, c'était venir au pays d'Albert Camus. D'Albert Camus. Voilà. Et toi, Kamila Gibran, quel est le message que vous essayez de transmettre dans vos musiques? Oh, si j'ai un message, je ne sais pas. Mais en tout cas... On voit que vous moi, parlez beaucoup de paix, Je ne parle pas de paix, en fait. Non Pas spécialement. Ah, ben, Ouais, on n'a pas la paix. Bon, peut-être à une époque, c'était une époque où on a vraiment eu l'espoir comme quoi on allait avoir la paix. C'était une période début des années 90, pardon. Après, autour Oslo et tout ça. Mais c'était, voilà, c'était un peu pas vraiment la paix. D'accord. Mais ce que je travaille dans la musique, je travaille la chanson arabe moderne. Je ne sais pas si c'est le bon terme d'appeler ça. Ouais, c'est pas ça. Mais je travaille la chanson arabe. Je viens de cet héritage de chansons. Je continue à travailler la chanson arabe. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de travail à faire. J'essaie de trouver des sorties, des impasses. Parce que la musique arabe, ce qu'on appelle savante, il était arrivé dans son développement à un certain moment et après ça a dispatché sur plusieurs plans. Et il y en a toujours quoi faire, il y en a toujours en profondeur à trouver à chaque fois. C'est infini. J'essaye de trouver une chanson qui me semble à moi, qui semble à vous, cette génération, qui parle de ça. Pas forcément à tout le monde, mais j'essaye de juste travailler dans une liberté que peut-être on n'avait pas tout le temps ce choix. En fait, voilà, l'expression libre. La liberté, ok. Et si l'on revient au Festival d'Arabesque, qu'est-ce que fait votre association dans ce festival, à tous les deux? En fait, les directeurs de ce festival, et notamment Émilie et Habib, nous a vus dans un autre projet en 2010 qui s'appelle L'Orient Mon Amour. C'est une création qui était initiée par le groupe Bratch. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Bratch. Malheureusement, non. Bon, pour vous, ce sont des papis comme nous, d'ailleurs. Il existe depuis 30 ans, hein, Bratch, Pas des papis, je vous Vous rassure. êtes pas des papis. Ah, vous êtes gentil. Voilà une parole vraiment sympathique. Hein.
Et donc, grâce à cette création qui s'appelle L'Orient Mon Amour et qui d'ailleurs on tourne encore depuis 2010, cette rencontre entre Salah et moi était faite. Et quand Émilie et Habib nous ont vus dans un spectacle, ils ont voulu nous inviter tous les deux, juste faire quelque chose qui correspond à une idée que eux ils avaient en fait pour le festival. On a discuté et puis on a dit ok, on va faire une petite création, c'est une mini création de 20 minutes qui correspondait à un programme dans le festival. C'est inédit, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on fait ça. Donc je trouve que c'est chouette. Oui, ça fait un travail. Ça fait une pause parce que moi j'ai plein de projets et Salah aussi. Ça nous fait une pause. Ok, là on va faire quelque chose de nouveau. Voilà, on ne fait pas d'habitude. D'habitude, d'accord. Et puis c'est magnifique. L'endroit est inspirant. Et puis les gens, l'accueil et tout. Donc, oui, très, très agréable. Voilà un peu. Et si on reprend la thématique du Festival Arabex, cette 7e édition des Rencontres des Arts du Monde Arabe, le thème c'est la mer et la mer. Qu'est-ce que cela évoque chez vous? Donc, en fait, c'est à la fois l'exil que j'aime, à la fois la naissance. La mer, c'est la naissance, c'est également la fraternité. Hein. Mais la mer, il faut le prendre tout globalement. Parce que quand on est soif dans la mer, on est soif dans les déserts, dans la même soif. Sauf là-bas, il y a du sable et ici, il y a de l'eau. Hein. À mon sens, c'est ça, c'est très très beau. À la fois pour la culture arabe, à mon sens, c'est mon analyse à moi, bien entendu. Je trouve que le terme me va très très bien. La mer, pour un exilé, je ne parle que de ça. La mer, elle peut être aussi la patrie. La mer Palestine, Bagdad, comme on veut, l'Algérie, le Maroc. Enfin, c'est quelque chose, à mon sens, on peut globaliser ça et de ne pas être fixé sur la mer comme la mer, notre sens propre. Il faut aller. Les métaphores, le monde arabe est débordé de métaphores dans la littérature, dans la musique, etc. Et je pense que voilà ce qui nous amène à aussi de travailler ensemble. Parce que moi, en tant qu'Irakien, je ne connais pas la mer, par exemple. Ben oui. Sauf, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui s'immigrent, des immigrés qui meurent dans la mer. Oui, ça malheureusement. Et je trouve pourquoi pas, aussi c'est un côté, on peut aborder cette tranche des choses et de ne pas parler de la mer comme des choses oisives, agréables, de bronzage. Ouais. Je veux dire, c'est là où ça m'intéresse en tant qu'exilé, bien entendu. D'accord. Et vous pouvez nous jouer par exemple un petit... Jouer, moi je ne joue pas. Pardon, oui, d'accord. J'ai un petit poème sur la mer. Ça ira très bien. Voilà, ça va très très bien. Hein. C'est un poème que j'ai écrit quand je suis retourné en Irak en 2004. Alors en 2004, ça veut dire que ça fait 30 ans d'exil. 30 ans d'exil, ouais. Sans voir sa famille. Et je suis retourné en Irak, clandestinement, parce que j'avais peur des parties basses, qui sont toujours un peu partout, le subir de Saddam. Il y avait des assassinats des intellectuels, des poètes, des écrivains. Et quand j'ai vu ma mère, donc après 30 ans, imaginez-vous, et en fait, j'ai écrit un ensemble de textes. Et donc, c'est un des poèmes que j'écris en français à Bagdad, que j'ai envoyé à Paris. Mais en France, je le traduis, et c'est sorti dans plusieurs ouvrages qui s'appellent Le poème de Bagdad, le titre. Hein. Donc je vais le lire en arabe et en français. C'est un recueil qui maintenant, c'est un poème qui est pris un peu partout, parce que vous allez voir, c'est un petit poème. Okay. Après 30 ans, voilà ce qu'on peut éventuellement, un homme comme moi, il peut écrire sur la mer, hein, voilà, ou pour la mer. D'accord. En arabe, en français, c'est ça? Ça vous dit? Oui, bien sûr, allez-y. Shukran Najma. Donc en arabe. تغير عنوان الدار انتقل صورتي من مكانها الطاولة مطوية خلف الباب وكرسي أبي أيضا وحدها السجادة القديمة كانت تزين الأرض أخيرا عثرت عليك في حديقة عارية بشالك الأسود الكبير سارحة الذهن منسجمة في صلواتك العمر محاك على الوجه ظننت إني أضم إلى صدري نخلة تحتضر ولكن بين ذراعي تعرفت على أمي. En français, la maison avait changé d'adresse, ma photo avait changé de place, la table avait été pliée derrière la porte, la chaise de mon père aussi. Seul le vieux tapis fleurissait le sol. J'étais trouvé enfin dans un jardin nu,
avec ton grand chalet noir, l'esprit en dérive, enfilé dans tes prières, l'âge cousu sur les visages. J'ai cru serrer un palmier agonisant, puis dans mes bras, j'ai reconnu ma mère. C'est magnifique. C'est sublime. Voilà, Oui. écoutez, merci. Voilà un poème pour la mer. Comme ça tombe très bien dans le festival. Dans les termes, on est plein dedans. Hein, avec ce poème, on est, à mon sens, on est dans le terme exact. La mer, elle est comme ça. Et Kamila Gebran, pourquoi avoir choisi la France comme exil en 2001? En fait, je vais juste corriger quelque chose. D'accord. Bon, c'est peut-être un exil par choix. Et je suis venue d'abord en Suisse en 2002. J'avais une petite résidence pendant 2 mois. J'habitais à l'époque à Jérusalem. Et pendant cette résidence, on m'a donné une carte blanche pour faire un nouveau projet qui était vraiment quelque chose de très nouveau pour moi. À l'époque, j'ai travaillé avec le groupe Sabrine, basé à Jérusalem-Est. Et j'étais avec ce groupe pendant 20 ans. Donc, j'arrive en Suisse et je fais la résidence pendant 2 mois et je commence à réfléchir quoi faire pour cette carte blanche. Et c'est là où je me rends compte que peut-être il me faut un petit peu de recul pour vraiment réfléchir, penser qu'est-ce que je vais faire comme création, toute seule, sans le groupe, sans personne que je connais. Et tout de suite, j'ai pris la décision de rester, de ne plus retourner comme c'était prévu. Donc je reste en Suisse, presque une année. Je fais cette création avec laquelle je tourne pendant une année. En Suisse ou en Suisse, et pas que en Suisse. J'étais en Égypte, j'étais un peu en Europe aussi. Ok. Et après, je me suis dit, ok, je tente aller vers la France. J'ai connu un petit peu Paris auparavant. J'ai étudié le français à Jérusalem. J'ai fait un cours de 2 mois de langue française. Un cours intensif? Un cours intensif à l'Alliance française à Paris. Mais j'ai habité à Jérusalem à l'époque. Mais c'était juste une intuition qu'il me faut apprendre cette langue, sachant que la passion vers la langue française m'est arrivée à l'âge de 8 ans. Grâce, grâce à un programme qu'on a vu à la télé jordanienne à l'époque. Vous n'étiez pas né encore. Et c'était l'émission Bonne nuit les petits. Ah oui, d'accord. C'est pas mal. C'est grâce à Bonne nuit les petits donc, que maintenant vous parlez très bien le français. J'ai regardé cette émission. Évidemment, j'ai rien compris. Mais cette langue m'a frappée tout de suite. Mais de quoi il parle? Pourquoi c'est tellement beau, cette langue? Donc ça m'a resté voilà, pendant toute cette période. Et après, j'arrive, je fais mes études à l'université hébraïque à Jérusalem, travail social. Et ma première expérience de travail en tant qu'assistante sociale, c'était dans une hospice Saint-Vincent de Paul, une hospice située à Jérusalem-Est, qui existe depuis, je ne sais pas, des siècles. Et cet hospice est tenu par les sœurs catholiques qui parlaient français. Donc j'arrive et je dis, tiens, il parle cette langue, ça me rappelle cette langue. Il parle Bonne nuit les petits. Oui, c'est ça. Et j'ai habité à l'époque à Ramallah. Et j'avais une amie française qui est venue travailler avec une association, un ONG sur place. Voilà. Et on a fait des cours, je lui ai donné des cours en arabe, elle m'a donné mes premiers cours en français. Et c'était 89, ok. Voilà, j'ai fait un premier pas vraiment dans l'apprentissage de la langue française. Et après, je tourne avec mon groupe, on a joué en France plusieurs fois, j'ai dit tiens, je vais bien améliorer cette langue. Donc finalement, j'ai réalisé comme si un rêve d'enfance en fait. Et c'était pas très bizarre pour moi qu'en 2003, je décide de venir à Paris et m'installer. Donc c'était vraiment 2003 en fait. En 2003, d'accord. Donc voilà un peu l'histoire. Donc il y a beaucoup de raisons
beaucoup. Et cette culture, cette terre qui accueille les gens de partout, cet échange, cette richesse, cette ouverture d'esprit. On va en revenir après, on a des images à vous montrer. C'est ça qui me tient ici, en fait. Voilà. D'accord. Très bien. Et si on parle de votre implication citoyenne, j'allais dire, est-ce que vous avez suivi le conflit en Irak lorsque vous étiez en France? Est-ce que vous avez suivi le conflit israélo-palestinien lorsque vous étiez en France? Est-ce que vous vous êtes senti impliqué dans ces conflits? Si vous avez agi d'une manière ou d'une autre, peut-être? Ou pas du tout? Enfin, ce qui me concerne, bien entendu. Tout ce qui se passe. Vous savez qu'un poète, à mon sens, il est propriétaire de l'humanité. On dit tout à l'heure passeur de mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un gardien de la lumière. Donc à partir de là, ça fait de soi. Tout ce qui se passe autour de moi me concerne. Il n'y a pas qu'en Palestine, ou en Irak, ou en Jordanie, ou aujourd'hui en Égypte. On parle des printemps arabes. On ne parle pas de l'automne arabe. Mais ça, c'est une autre affaire. On verra pour une autre émission. Mais je veux dire que ça... Ben, bien entendu que ça à partir de moi, ça me concerne directement et ça m'anime parfois. J'écris des textes, par exemple, contre Bachar el-Assad dernièrement, en français, parce que j'estime que mon rôle à moi, d'être avec les opprimés et de ne pas être avec les régimes, quel que soit. Oui. Donc voilà, tout le temps en Israël, ça m'intéresse, la cause palestinienne, la cause des Juifs aussi. Je veux dire que ce n'est pas je suis, dès le départ, je ne suis pas anti. Je ne suis pas anti, je sais pas quoi. Non. Ça m'intéresse, je partage, j'y réfléchis, j'ai une mémoire, j'ai une pensée, j'ai ma décision à prendre aujourd'hui à mon âge avec mon expérience littéraire. Donc tout ça, je tamise les choses et après, j'ai choisi entre ce qu'il reste et ce qui tombe, ça dépend des moments. Et vous étiez contre le régime bassiste, mais vous étiez contre l'invasion anglo-américaine? En même temps. En même temps, c'est vrai que c'est un peu... Comme à l'époque, j'étais contre la guerre Irak-Iran. On ne peut pas aller se mettre d'accord avec un dictateur, ni avec une guerre. Il n'y a pas une blessure qui mérite une guerre, à la base. Il n'y en a pas. Parti maintenant, on a comment dirais-je, on est presque obligé de choisir parfois, bien entendu. Mais aujourd'hui, c'est vrai, l'intervention américaine, j'étais contre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Américains se retirent? Pourtant, j'avais l'idée qu'ils restent. Parce que le problème est autre. C'est-à-dire, c'est selon comment ça se passe dans la société, et à ce moment-là, on réagit. Ce n'est pas une réaction des choses écrites à l'avance. Il n'y a rien qui est écrit à l'avance. Peut-être juste un mot pour la fin. On vous montre 2 images. Peut-être 3. On va commencer par celle-là. Oui. Ouais. Voilà, on va vous montrer le drapeau français. Le drapeau français. Qu'est-ce qui vous évoque? La France? Ben, aujourd'hui, je suis très très heureux parce que François Hollande a gagné. Donc ce drapeau, il peut me présenter. C'est super, c'est magnifique. Pareil, c'est la culture, c'est la profondeur. C'est le droit de l'homme, c'est les choix culturels. Et aussi, mais aussi les problèmes, parce que ça ne peut pas être un pays sans problème, sans complexité, sans polémique, sans crise, on n'est pas à l'abri de tout ça. Mais c'est ça qui fait, voilà. Et là, je vais m'adresser plus particulièrement à vous, Camilla Gebran. Je vous montre cette photo. Voilà, quand on a parlé de l'époque de l'espoir, à l'époque, c'était celle-là. En fait, c'était symboliquement, c'était ça, symboliquement. Sauf que, bien entendu, il y avait des gens qui ne croyaient pas même à l'époque de ça. C'était trop bien. Ou bien c'était trop... trop lisse, oui, trop nettoyé, trop brillant. Mais voilà, en fait, on est toujours en pleine crise. On est toujours en plein problème. On est toujours sans nouvelles, de bonnes nouvelles. Donc. Et M. Al-Hamdani, une dernière photo. Ah, j'adore. J'adore. Oui, parce que Saddam, au fait, à la base, il était un petit voyou avant qu'il devienne dictateur. Il a commencé comme ça, comme la majeure partie des dictateurs arabes. Et lui, il était. Et au fait, cette image-là, tout à fait, c'est le voyou, en fait. Donc, c'est un fin tout à fait, il est à sa taille. Il est à sa dimension de dictateur. D'accord.
Alors, Salah Al-Hamdaoui, Kamila Gebran, merci d'avoir passé un moment avec nous. Merci à vous. Mille merci à vous. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Bon courage à vous, en tout cas. C'est Merci. génial. Merci. Sur le plateau de Canal TV Outside. Je rappelle que vous êtes sur scène samedi et dimanche à 16h, ensemble. Oui. Quant à nos chers téléspectateurs, vous pouvez revoir l'ensemble des interviews sur le site www.kainatv.org. Merci, à très vite. Ciao, ciao. À bientôt. Merci. Merci.